Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Prisca Thévenot, bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel Macron persiste et signe, il répète en effet aujourd'hui, c'est dans le Parisien, que les opérations sur le terrain en Ukraine n'étaient pas à exclure. Il ajoute aussi que notre devoir est de se préparer à tous les scénarios et qu'il ne faut pas céder à la peur. Alors comment faut-il interpréter ces propos présidentiels ? Est-ce que cela signifie qu'il ne faut pas avoir peur de Poutine ou plutôt qu'il ne faut pas avoir peur d'une confrontation y compris militaire avec lui. Et puis, n'est-ce pas une manière pour le président, comme accusent les oppositions, d'instrumentaliser la guerre en Ukraine à 3 mois des Européennes. Et puis aussi la guerre à Gaza, l'autre guerre, et ses conséquences en France. La stratégie pro-Hamas de LFI met-elle en danger les Juifs français? Mais pour commencer, l'état de la France, Prisca Thévenot. Selon la Cour des comptes et son premier président Pierre Moscovici, s'il veut redresser les finances publiques, éviter un risque de crise et réduire le déficit sous la barre des 3% en 2027, le gouvernement doit trouver 50 milliards d'euros d'économies d'ici à 2027. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, regardons d'où on vient pour comprendre où on doit aller. D'où on vient, c'est-à-dire qu'au cours des dernières années, nous avons dû faire face à un certain nombre de crises. Une crise sanitaire, une crise inflationniste due notamment et entre autres à l'agression de Vladimir Poutine en Ukraine, qui a agressé et attaqué le grenier. D'accord. Non, mais c'est important de le dire, je suis désolée. Parce que sinon, ça génère de l'angoisse et de la peur. Ça génère de l'angoisse et de la peur. Mais c'est-à-dire que la Cour des comptes génère de l'angoisse et de la peur ou pas ? Non. Si on ne regarde pas d'où on vient, c'est ça qui peut être angoissant. Donc oui, nous avons dû, par rapport à ces crises-là, protéger les Français. Et quand je dis protéger les Français, c'est bien évidemment avec l'argent des Français. Il n'y a pas d'argent de l'État, argent magique. Et donc nous avons mis en place des aides et des plans de relance. Pendant la crise Covid, nous avons mis en place des boucliers énergétiques, tarifaires, des remises à la pompe pour l'entièreté des Français pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous avons reconduit d'une année à l'autre. Et donc par rapport à cela, oui, nous avons un principe de réalité, c'est que nous devons revenir à l'équilibre budgétaire. Alors, revenir à l'équilibre budgétaire, la Cour des comptes dit, pour y parvenir, il faut économiser 50 milliards d'euros d'ici à 2027. Vous y êtes prêts ou pas ? C'est pas nous y sommes prêts, c'est nous devons revenir à l'équilibre budgétaire. Et c'est la raison pour laquelle... milliards, vous confirmez, ça va être fait ? Déjà, c'est la raison pour laquelle une des premières annonces qui a été faite par Bruno Le Maire, il y a maintenant quelques semaines, c'est 10 milliards d'économies. Attention, il ne s'agit pas de venir couper net et franchement dans les services publics. Nous devons économiser là où on peut et continuer à investir là où on doit. Je répète ma question, les 50 milliards. Je vous annonce déjà 10 milliards. Oui, mais ça, on le sait, ça. Eh bien oui, c'est important de le rappeler. Il y a eu aussi une autre déclaration, le 6 mars, il me semble, le 6 mars, oui, du ministre au compte public, Thomas Cazenave, qui annonce 20 milliards d'économies pour 2025. L'année prochaine. Oui, ça aussi, vous confirmez ? Il a été effectivement interrogé en commission. Il a pu répondre sur la trajectoire budgétaire qui allait continuer effectivement à être dans le principe de précaution pour l'équilibre budgétaire l'année prochaine. Pardon, mais c'est du bon sens. On n'apprend rien. On a effectivement... Donc 20 milliards, c'est sûr, hein ? Alors 20 milliards, on verra. Enfin, je pense qu'il faut déjà regarder là sur les 10 milliards, voir comment on finit l'année et continuer au regard aussi de ce qui peut arriver. Donc ça veut dire que si c'est 20 milliards en 2025, les 50 milliards en 2027, on y est presque. Je vais vous dire un truc. Ouais. On peut parler de 20 milliards, 10 milliards, 15 milliards, etc. Pour les Français, ça ne signifie pas grand-chose. Bon, voilà, vous avez répondu à ma question, que je n'avais pas posée, mais à ce que je voulais soulever. Ça représente de l'argent. Ce qui est important de rappeler aujourd'hui, c'est que de rassurer celles et ceux qui nous écoutent, c'est de leur dire que nous allons, en responsabilité, dire la vérité aux Français. C'est que oui, nous devons commencer à revoir l'étendue de nos dépenses parce que nous sommes sortis de la crise Covid, de la crise sanitaire, et nous en sommes sortis ensemble, fièrement, parce que nous avons tenu collectivement, nous avons fait face au pic de l'inflation, parce que nous avons tenu ensemble, fièrement, collectivement, et ensemble, fièrement, collectivement, nous allons retrouver cet équilibre budgétaire qui n'est pas impossible. Impossible parce que quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2017, les 3 premières années, nous avons réduit cet équilibre. Mais là, il y a quand même une dette importante. Qui a permis d'aider les Français. Les 50 milliards demandés par la Cour des comptes, ça sera fait. C'est pas les 50 milliards demandés par la Cour des comptes, c'est un principe de réalité. Donc c'est du bon sens. Oui. Donc nous sommes à 10 milliards, à 10 milliards là et nous devons continuer à réduire notre déficit budgétaire. Pardon, on n'apprend rien quand on dit qu'on a un déficit budgétaire. On apprend des choses en lisant le JDD aujourd'hui. Interview de Bruno Le Maire sur 3 ou 4 pages, énorme. Immense interview du ministre de l'économie. Et on apprend aussi qu'il est dans un livre à paraître, il tire le signal d'alarme. En clair, la situation est désespérée. Comme le disait François Fillon il y a 17 ans, la France est en état de faillite.
J'ai pas complètement tout lu de l'interview parce qu'elle est très longue et qu'on est très tôt. Mais ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'il dit que nous devons continuer à nous mobiliser, à rester debout. Nous devons continuer à avoir ce sursaut démocratique qui est appelé d'ailleurs de ses voeux par le président de la République et ne pas capituler. Il y a le feu au lac en fait. Hein. Il n'y a pas le feu au lac. Je pense qu'aujourd'hui, franchement, dimanche, on ne va pas commencer à se dire que tout va mal et que rien ne va plus et qu'on doit rester sous sa couette. Presque tout va mal, on va dire. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes français, nous sommes dans un pays où nous savons faire face aux crises qui traversent notre pays. Ces crises qui viennent souvent de l'extérieur, qui sont là et sur lesquelles nous savons nous mobiliser. Et il n'y a pas besoin de fantasmer pour le dire, il n'y a qu'à regarder les années qui viennent de se passer. Donc aujourd'hui, plus que jamais, en responsabilité, et je pense que l'entièreté des responsables politiques devraient pouvoir avoir cette capacité de dire les choses telles qu'elles sont. Oui, il y a des défis. Oui, il y a des défis majeurs à adresser ensemble, mais nous pouvons le faire parce que nous l'avons déjà fait par le passé et nous allons continuer ainsi sur les années à venir. Parmi les défis, il y a le défi en ce qui concerne le verdict des agences de notation attendu d'ici au 1er juin. Une baisse de la note de la France, ça impliquerait quoi ? Mais ça impliquerait qu'on emprunterait sur les marchés plus cher. Et on y est là ? On n'y est pas, on n'a pas encore. La note de la France va être baissée ? Vous ne pouvez pas dire à une responsable politique que les choses sont inévitables, qu'il y a de la fatalité. Sinon, on s'engagerait pas. Mais c'est une probabilité ? Encore une fois, tout est possible. Tout est possible, y compris une baisse de la note. Hein ? Tout est possible comme un maintien de la note. Ouais. Comme un maintien de la comme note. Une baisse. Vous pouvez me faire dire ce que vous voulez. Je continuerai à vous dire que là, l'enjeu, c'est pas de faire des prédictions ou des prévisions sur des suppositions. Parce qu'on a l'impression que c'est à cause de ce couperet des agences de notation qui est un peu le feu au lac et que Bercy ne laissons pas croire que nous sommes régis par une main absolue de la finance qui s'abattrait sur la France. Nous empruntons. Nous empruntons. Vous l'avez dit. Pas les mêmes taux, vous l'avez dit en début d'interview. Nous sommes effectivement en déficit. Donc nous empruntons. Et dire que nous emprunterons plus cher, ça aura une conséquence directe sur nos finances publiques. Ça, il faut pouvoir le dire. Donc oui, nous avons cette responsabilité d'agir maintenant, tout de suite, ne pas attendre demain pour retravailler à notre équilibre budgétaire. Au passage, est-ce que vous comprenez, et on l'apprend dans le JDD, vous le savez d'ailleurs qu'il préparait un livre, Bruno Le Maire ? Je ne le savais pas. Vous le savez pas ? Vous l'avez appris ce matin en lisant le JDD ? Je l'ai appris ce matin en lisant. C'est normal ou pas ? D'apprendre ça je ne suis pas dans la vie de Bruno Le Maire, pardonnez-moi. Je suis une collègue de Bruno Le Maire et voilà. Et donc vous l'avez appris ce matin. Oui. Est-ce que vous comprenez que Bruno Le Maire, quand même le patron de Bercy depuis 7 ans déjà, prenne le temps d'écrire un nouveau livre moins d'1 an après le précédent ? C'est une question simple. C'est une question simple. Ça a l'air de vous embarrasser. Non, ça ne m'embarrasse pas du tout parce que moi, je le mets dans l'autre sens. C'est-à-dire que chacun utilise son temps libre comme il l'entend. Et oui, nous avons aussi un peu de temps libre. Lui, effectivement, c'est pour écrire un 4e livre, si j'en crois vos propos. Moi, c'est pour passer du temps avec mes enfants. Bon, voilà. Mais on peut pas laisser croire qu'on n'a pas un peu de temps libre aussi. C'est sain et humain. Mais est-ce que c'est normal qu'un ministre des Finances passe une partie de son temps, libre ou pas, à écrire un livre ? Pourquoi n'aurait-il pas le droit d'écrire un livre ? Parce qu'il a peut-être d'autres choses à faire, non ? Je sais pas. Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir du temps libre ? Mais il y a peut-être, puisqu'il parle de la situation de la France, est-ce que c'est son rôle ? C'est juste une question. Je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit, sur son temps libre, d'écrire un livre. Alors, une rencontre a été annulée mardi, c'est un autre sujet, mardi prochain, entre le gouvernement et la FNSEA. On voit mal comment cette rupture ne va pas remettre en cause l'accord avec les syndicats agricoles. Il n'y a pas de rupture. Il y a un travail qui continue, un travail effectivement exigeant, déterminant pour le monde agricole français, pour l'exception agricole française, mais pour les Français dans leur globalité. Ce travail, il a commencé autour de 62 mesures qui ont été annoncées. Non, il n'y a pas de rupture. On continue à travailler, on continue à avancer. Je vous le dis aussi bien au niveau national. Mais est-ce que la FNSEA se radicalise ? Qu'au niveau local. Je ne suis pas là pour mettre des adjectifs sur les attitudes des uns et des autres. Moi, je suis là pour mettre une réalité sur les actions de tout le monde. Et je vous le dis, au niveau national, tout le monde continue à se mobiliser, tout le monde travaille, aussi bien les représentants syndicaux que le gouvernement, mais aussi au niveau local. Il y a des milliers de réunions qui ont lieu à travers tout le territoire autour des préfets avec le monde agricole, les représentants locaux, les élus, etc. Et je peux le dire parce que j'étais moi-même dans le Gers. J'ai pu travailler aussi bien avec les représentants de la JA que de la FNSEA. Le travail se poursuit. Mais oui, le dialogue est toujours exigeant. Et c'est sain parce que nous avons une exigence globale sur l'exception française agricole. Pas de rupture. Il n'y a pas de rupture, on travaille. Un élève a été interpellé vendredi dans un collège de la banlieue de Dijon après avoir menacé la principale de ce collège d'un couteau. Qu'est-ce que vous dites aux enseignants
chez lesquels règne un climat de peur. Déjà, Et permettez-moi qu'est-ce qui se passe dans de l'enseignement saluer le sang-froid et le courage de cette principale de collège qui a réussi par des réflexes excellents à maîtriser l'agresseur, à le bloquer et à alerter tout de suite pour mettre en place les procédures qui sont mises dans les établissements scolaires. Donc on voit que les procédures fonctionnent. Maintenant, ne soyons pas dupes. Effectivement, nous avons aujourd'hui notre école qui est menacée. Ce n'est pas nouveau malheureusement. École menacée, mais avec chez cet élève des références aux attentats de 2015. Et pourtant, les enquêteurs disent qu'il n'y a pas pour l'instant de suspicion terroriste. Donc, vous avez tout dit dans votre question. Laissons faire les enquêteurs. Maintenant, nous avons une réalité aussi, c'est que oui, notre école est menacée. Mais pourquoi notre école est menacée ? Pourquoi ? Parce qu'il en va du cœur de notre démocratie, de nos principes républicains, de notre capacité à transmettre ce que nous avons hérité. Et donc, oui, nous sommes menacés. Pour cela, nous devons continuer à nous mobiliser, Menacés par à qui, par quoi ? protéger. À celles et ceux qui s'en prennent à nos valeurs. Qui s'en prennent à la laïcité, par exemple, Bien aux évidemment. valeurs de la République ? Mais bien évidemment. Et c'est qui ? Vous le savez très bien, il y a différents mouvements, des mouvements extrêmes. Et donc ça, nous devons le regarder. Mouvements extrêmes, vous parlez de mouvements religieux, les islamistes, les frères musulmans. Il y en a un, bien sûr, mais attendez, ou des mouvements politiques, ou des partis politiques. Là, je parlerai surtout des mouvements religieux extrêmes. Et pardon, on a eu malheureusement des drames abominables dans notre pays. Au moins. Voilà, donc n'ayons pas la mémoire courte. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, ce qui s'est passé à Toulouse, par exemple. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on continue à nous mobiliser. On continue à nous mobiliser d'un point de vue législatif, en permettant effectivement d'être toujours plus prêts et déterminés, avec des moyens supplémentaires, notamment auprès des renseignements territoriaux qui ont été renforcés dès le début du quinquennat et de la présidence d'Emmanuel Macron, et puis en mobilisant aussi tous les services de sécurité et les procédures au sein de nos établissements scolaires. Alors, on en vient à la guerre en Ukraine, Prisca Thévenot. Selon un document confidentiel des services de sécurité allemands, dévoilé par le journal Bild, la Bundeswehr, l'armée allemande, se préparait à une confrontation armée avec la Russie, un scénario qui prévoit une escalade des tensions dès février 2024, donc c'est après-demain ou demain, et qui aboutirait... Non, c'était hier. Février... On est en mars. Février 2025 peut-être, je me trompe, février 2025, et qui aboutirait à une intervention des membres de l'OTAN en mai 2025, impliquant des dizaines de milliers de soldats allemands. Est-ce que les services français disposent des mêmes informations ? Moi, je vais vous reprendre ce qu'a dit le président de la République. Et alors, justement, est-ce que ça corrobore pas notamment les propos du président de la République ? Oui, je vais vous redire ce qu'a dit le président de la République il y a maintenant quelques semaines de cela. C'est que oui, il y avait un durcissement de Kremlin. Excusez-moi, on va repartir de faits. La mort de Navalny, les menaces de Medvedev, les attaques informationnelles, cyber. Pardon, mais ça s'appelle un durcissement de la position du Kremlin. Et par rapport à volonté de Poutine d'entrer en guerre contre l'OTAN ? Et par rapport à ce durcissement, nous devons avoir un sursaut. Et nous devons rappeler que si le Kremlin n'a pas de limite, nous sommes là, debout, et nous continuerons à nous mobiliser pour défendre la souveraineté en Ukraine et le quotidien des Européens. Parce que derrière ce qu'ils agressent, ce sont bien évidemment nos valeurs et nos principes. Et nous ne devons pas être dupes. Est-ce que les services secrets français disposent des mêmes informations que les services allemands ? Je n'ai pas d'informations à vous communiquer sur ce sujet-là. Mais est-ce que la prise de parole jeudi soir d'Emmanuel Macron, qui a confirmé qu'il n'excluait rien, qu'il y avait une menace russe, ne corrobore pas justement ces informations venues des services allemands ? Je vous ai rappelé des faits. Les faits. Il y a un durcissement. Il y a un durcissement de Kremlin. Et pardon, mais quand le président de la République a dit cela et a rappelé cela, il y a quelques semaines avec des faits, je vous les ai répétés, Navalny, Medvedev, les attaques, je veux dire, c'est des faits. Donc un moment, je veux bien qu'on ait passé beaucoup de temps à commenter les mots du président de la République. Regardons les actes de Vladimir Poutine. Est-ce que Poutine met en danger la paix du monde ? Poutine veut déstabiliser grandement la paix du monde. Il veut rééquilibrer effectivement un certain nombre de puissances, et nous devons regarder cela avec la plus grande prudence, mais avec responsabilité. Et le parallèle que certains font, politiques, commentateurs, historiens, entre ce qui se passe aujourd'hui du côté de l'Ukraine et ce qui s'est passé en 1938 avec Hitler et les Sudètes, c'est judicieux ou pas cette comparaison ? Je ne suis pas là, encore une fois, pour qualifier les propos des uns et des autres. Moi, je le dis encore aujourd'hui. Moi, je vous le dis, par exemple, hier. Hier, j'étais à Chaville, dans le 92, dans
la circonscription dans laquelle j'ai été élue députée. Mmh. Ce que les gens voient et ce qu'ils me disent, c'est qu'ils sont bien conscients des enjeux et des défis géopolitiques qui sont les nôtres. Mmh. Ils en sont parfaitement Ils conscients. vous disent ça comme ça? Ils disent pas géopolitique, mais ils Mmh. me disent nous ne devons pas capituler. Mmh. Nous ne devons pas capituler. Et oui, certains responsables politiques, pour en citer que deux, Marine Le Pen et Jean-Luc On va en Mélenchon, parler. sont des mouvements de capitulation. Mouvement de capitulation. Nous devons continuer à résister pour défendre nos valeurs, pour défendre nos principes et défendre le pays qu'on a hérité et qu'on devra à notre tour léguer. Qu'est-ce que va changer l'élection russe qui se termine, la présidentielle russe qui se termine aujourd'hui? La France va-t-elle reconnaître son résultat? Reconnaître le résultat d'une élection qui a lieu et qui s'organise avec une conclusion qu'on connaît déjà tous. Ouais, donc c'est Poutine. Voilà. Hein, donc il n'y aura pas de problème, il sera Je ne sais pas s'il n'y aura pas de problème, mais en tout cas, il sera président, Il et donc sera, la bon. France continuera à considérer que c'est l'interlocuteur de la France et du monde. de la France et du monde. Ouais. Poutine n'est pas l'interlocuteur de la France et du monde. Oui, mais en tout cas, c'est l'interlocuteur du président français. Ah oui, en Ah. tant que représentant, En tant que représentant Kremlin. de l'État. Oui, bien Ah. sûr. Comment faut-il interpréter les propos d'Emmanuel Macron, c'est aujourd'hui dans le JDD, quand il dit qu'il ne faut pas céder à la peur? Est-ce que ça signifie qu'il ne faut pas avoir peur de Poutine, ou plutôt qu'il ne faut pas avoir peur d'une confrontation, y compris militaire, avec lui? Qu'il ne faut pas capituler, je vous le redis encore une fois. Mhm. Nous devons fondamentalement rester debout, nous savons le faire, et nous n'avons pas peur, parce que nous sommes collectivement en capacité d'affronter tout. Et nous l'avons fait par le passé et nous continuerons à le faire. Encore une fois, sur les différentes années qui viennent se passer, nous avons fait face à de grandes crises et nous avons résisté. Et nous continuerons à le faire. Alors, vous voyez ce que disent les oppositions, qu'elles soient de droite, de gauche, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Ils accusent Emmanuel Macron d'instrumentaliser la guerre en Ukraine pour tenter de relancer la campagne de la majorité en difficulté à 3 mois de l'échéance. On va reparler de ces élections un peu plus tard, mais n'est-ce vraiment pas quelque part une stratégie électorale de la part du président? Franchement, il faut vraiment être un patriote en carton pour pouvoir dire des choses comme ça. C'est pas moi qui le dis, Non, hein. mais je parle pas de vous. Ouais. Je fais état de la C'est phrase qui, que vous... c'est qui les patriotes en carton? Écoutez, quand on a effectivement Marine Le Pen d'un côté et Jean-Luc Mélenchon de l'autre, parlons franchement des mots et disons les noms qui nous expliquent en long, en large et en travers qu'il faut dénoncer le président de la République sans jamais avoir un mot de travers à l'endroit de Vladimir Poutine. Posons-nous les bonnes questions. C'est quoi les questions? Nous avons en face de nous des patriotes en carton, qui sont réellement patriotes d'un pays qui n'est pas la France. Alors, et ça, il faut le dire. Donc les partis d'étrangers, les partis d'étrangers, regardez les faits. Ouais. Regardez les faits. Sur le Rassemblement national, qu'a été cherché Marine Le Pen en 2017 à Kremlin? Qu'a-t-elle été chercher? L'adoubement de Vladimir Poutine. Quand il s'agit de dénoncer les conditions de détention de Navalny en Europe, qu'a fait Jordan Bardella? Il est parti à la piscine. Quand il s'agit de rappeler les faits sur ce qui se passait en ce moment avec effectivement le durcissement de la position de Kremlin, qu'a fait Sébastien Chenu? Il est parti sur les plateaux télé pour raconter n'importe quoi, donc ça, au point de dire qu'on livrait des Mistral à la Russie, ce qui est totalement donc faux. Ça, c'est côté RN. Donc un moment, je veux bien, mais ça va aller aussi. Nous devons regarder les choses telles qu'elles sont et les mettre bout à bout. Alors, les propos, en tout cas, d'Emmanuel Macron, jeudi soir à la télévision, n'ont donc pas convaincu les oppositions. Les plus virulents, comme vous le signalez, étant Jean-Luc Mélenchon et ses amis de l'EFI et le RN. Mélenchon, qui disait hier à Villepinte que, je le cite, Monsieur Poutine, car Poutine a le droit... un monsieur, monsieur, que Macron, c'est Macron. Voilà, est un chef d'État, c'est Mélenchon qui parle, qui fait ce qu'il croit être son devoir. Qu'est-ce que ça vous inspire? On savait que Jean-Luc Mélenchon n'avait plus trop de repères républicains. On sait que maintenant, il n'a plus de limite dans l'indécence. C'est-à-dire? Pardon, mais on est quand même face à un homme qui a, pendant plus de 30 ans de mandat cumulé, il a été élu... vous parlez de l'homme Mélenchon, hein? Mais oui, il a plus de mandat. Hein. Je suis désolée, donc oui, je vais vous parler de l'homme Jean-Luc Mélenchon. Mais je croyais que vous parliez de Poutine, c'est pour ça que je précise. Non, je parle de Jean-Luc Mélenchon. Il n'a plus de mandat, donc oui, je parle de Jean-Luc Mélenchon, l'homme, et sauf erreur de ma part, vu qu'il est en position inéligible sur les européennes, il continuera à l'éternel homme politique en position non éligible sur toutes les élections qu'il fait depuis maintenant quelques années. Mais regardons les choses telles qu'elles sont. Plus de 30 ans de cumul de mandats, élu local, élu régional, eurodéputé, sénateur, député à l'Assemblée nationale au niveau du pays. Et qu'est-ce qu'il nous a laissé de ces 30 ans de mandat? Votre réponse, c'est quoi?
Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Rien. Alors, Ah si, peut-être. Il nous a laissé Louis Boyard à l'Assemblée nationale. Super. et alors Super l'héritage. Comment vous le qualifiez, le Boyard? Quelqu'un qui passe son temps à nous expliquer son ancien passé avec fierté et franche rigolade et qui nous explique... Passé, vous faites allusion au fait qu'il avait indiqué qu'il avait vendu de la drogue? Oui. Dealer? il l'avait dit ouvertement, lui, Passé sur des dealer, plateaux télé. Boyard? Ça vous choque qu'un ancien dealer soit député? Non, ça me choque. Ce qui me choque fondamentalement, c'est qu'il s'en revendique fièrement. De quoi? Qui se revendique de quoi? Mais qu'il ait effectivement vendu des substances illicites. De la drogue? Bah oui. Hein, dealer? Et ensuite, C'est une première qu'un député soit un ancien Ça, dealer. j'en sais rien, pardon. Mais ce que je continue de dire, c'est que regardons les faits. Moi, j'ai été députée assise pas très loin dans l'hémicycle. Donc, je les voyais, je les côtoyais. C'est une partie des députés de l'Assemblée nationale, donc la LFI, qui passent leur temps à nous expliquer qu'il faut débattre, mais qui refusent de débattre dans l'Assemblée nationale parce qu'ils posent en permanence des motions de censure. Ils passent leur temps à nous dire qu'ils veulent être députés et vont demander le suffrage des Français. Et quand ils sont dans l'Assemblée nationale, ils votent des lois qu'ils appellent à enfreindre derrière. Donc, à un moment, je pense qu'il faut regarder aussi les choses telles qu'elles sont. Nous devons plus que jamais, aujourd'hui, par rapport aux instabilités qui sont les nôtres, pouvoir regarder celles et ceux qui sont aujourd'hui en capacité de défendre les intérêts de la France. Et je dois le dire, aussi bien à l'extrême droite de l'hémicycle qu'à l'extrême gauche de l'hémicycle, je ne trouve pas des patriotes. On parlait de Mélenchon. Mélenchon, c'est le représentant du parti de l'étranger par rapport à Poutine. Jean-Luc Mélenchon est le représentant de lui-même. Je ne saurais pas vous Et qualifier. Marine Le Pen? Marine Le Pen, je vous le dis encore une fois. Est-ce que vous dites, vous mettez un signe égal entre les deux par rapport à la Russie? Il n'y a pas de... Par rapport à la Russie, oui, les deux ne défendent pas la France et défendent un autre pays qui n'est pas le nôtre. Et donc, c'est des agents de l'étranger? Non, je n'ai pas dit que c'était des agents de l'étranger, j'ai dit qu'en tout cas, ils n'étaient pas des patriotes français. Mélenchon, il invoque aussi, c'était hier toujours à Villepinte, le pouvoir de la force. C'est le Poutine français, Mélenchon? Je sais pas, c'est devenu un tweetos frénétique qui réfléchit pas forcément fortement avant de tweeter. Je pense qu'aujourd'hui, on donne beaucoup de Non, mais poids. là, c'est une déclaration à la tribune. Oui, il en fait des déclarations à la tribune. Il en a fait plein hier, effectivement, de déclarations à la tribune. Il reparle aujourd'hui, oui. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'avoir un principe de réalité. C'est que Jean-Luc Mélenchon n'a plus de mandat. Et qu'aujourd'hui, nous devons être en responsabilité pour pouvoir répondre aux problématiques des Français. Dans un monde qui est profondément bouleversé et où nous n'avons pas besoin de rajouter en permanence des cris sur des sujets extrêmement graves. Alors, l'actualité, Prisca Thévenot, ce sont aussi ces menaces de mort, ces insultes contre Coco, la dessinatrice de Libération, survivante de la tuerie de Charlie Hebdo, pour un dessin sur la famine à Gaza qu'elle a publié donc dans Libé. Avec en première ligne, dans cette fatwa contre la dessinatrice Coco, 2 députés LFI, Sarah Legrain et sa collègue très proche de Mélenchon, Sophia Chikirou. Vous n'aurez pas notre haine, mais vous la mériterez. Vous la méritez, a-t-elle notamment commenté sur X, Sophia Chikirou. Qu'est-ce que ça vous inspire? Du mépris. Franchement, et je pèse mes mots. On a aujourd'hui, on est quand même le pays, malheureusement, tristement, des attentats de Charlie. Oui, vous faites un parallèle entre les accusations contre Charlie à l'époque qui ont débouché sur la tuerie, sur la tuerie de 2015, et les accusations, Charlie, les menaces contre Libé. Il y a eu des cibles mises sur les dessinateurs, les journalistes de Charlie Hebdo, précisément pour des dessins. Des dessins. Et là, c'est rebolote, on refait pareil? Ces dessins, notamment le dessin de Coco, dénoncent précisément la situation à Gaza. Et qu'on ne la famine pas, et la situation des Palestiniens. Et qu'on ne vienne pas me dire que Sophia Chikirou ne comprend pas qu'il s'agit d'un dessin satirique. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Et on précise les choses, le crime, entre guillemets, de Coco, c'est d'avoir dénoncé l'emprise de la religion sur les Gazaouis. Vous avez tout dit. Il n'y a pas de crime. Nous sommes face à une dessinatrice. C'est pour ça que j'ai dit crime Charlie. entre guillemets. Non, mais c'est pour ça. Nous avons face à nous une artiste, une dessinatrice qui, par sa plume, par son crayon, dénonce l'insoutenable. Et par rapport à ça, nous avons des responsables politiques, j'insiste, des responsables politiques qui ont des tweets extrêmement dangereux, qui font qu'aujourd'hui, Coco est sous protection. Et Libération. Exactement. Libération, parce que Coco l'était déjà, il me semble. Mais en tout cas, et qu'on Libération, ne me laisse pas croire qu'elles ne savent pas ce qu'elles font. Donc ça veut dire que
Sophia Chikirou, éventuellement sa collègue Sarah Legrain, mettent des cibles dans le dos des journalistes. Ils les mettent en danger. Coco est Ils arment les tueurs de journalistes. Alors, j'irai pas jusqu'à dire ils arment, parce que les mots ont une importance. Je dis simplement aujourd'hui, factuellement, Coco aujourd'hui est sous protection policière. Et vous faites le parallèle, vous, entre ce qui s'est passé à Charlie Hebdo avec ces menaces qui ont débouché sur ce qu'on connaît. Il n'y a pas de parallèle à faire. Il y a des faits. Ne soyons pas tous dans cette amnésie collective. C'est-à-dire, nous sommes malheureusement, tristement, le pays où il y a eu les attentats de Charlie. Malheureusement. Donc attention, nous avons une responsabilité collective. Et tous les petits calculs électoraux, pour le coup, sur Twitter, ne justifient pas de venir mettre une cible dans le dos d'une dessinatrice. Autre fait qui a marqué l'actualité, c'est ce qui s'est passé à Sciences Po. Les événements qui sont déroulés mardi sur le campus de Sciences Po Paris. L'amphi Boutmi, le plus important de cette université, qui a été occupé par un groupe pro-palestinien renommé Gaza, a été interdit à une étudiante au motif qu'elle était sioniste. On comprend, juive. Comment vous réagissez à cela ? Déjà, réagir par les faits. Dès que cette situation a été connue, Sylvie Retailleau, ma collègue au gouvernement en charge de l'enseignement supérieur, s'est rendue tout de suite sur place. Dès le lendemain, elle y est retournée. Gabriel Attal s'y est rendu. Il y a eu des déclarations d'Emmanuel Macron. Avec Gabriel Attal. Et effectivement, nous devons rappeler que les propos qui ont été rapportés sont absolument intolérables. Et donc, une enquête est diligentée, aussi bien une enquête par l'établissement que d'un point de vue de la justice. Maintenant, nous devons laisser faire la justice se saisir de ce sujet et apporter ses conclusions. Et vous voyez, dans ce qui s'est passé, une séquence antisémite ? Laissons la justice dire ce qu'il en est effectivement, mais je dois le rappeler. En plus de cette séquence-là, et même au-delà, ce que nous voyons depuis plusieurs semaines et plusieurs mois... Depuis le 7 octobre, vous voulez dire ? Voilà. C'est des actes antisémites qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus fréquents. Souvenez-vous, il y avait une personne âgée, il n'y a pas si longtemps de ça, qui s'est fait agresser physiquement parce que juif. Nous ne devons pas nous taire, nous ne devons pas accepter cela et dénoncer partout où cela est fait et surtout s'en référer à la justice. Alors cette affaire de Sciences Po qui a donc fait réagir jusqu'au sommet de l'État, Emmanuel Macron, Gabriel Attal. Mais ça a été quasi unanime, sauf à l'exception de LFI. Jean-Luc Mélenchon a jugé ce qu'il appelle un incident dérisoire, en clair un acte antisémite et quelque part un point de détail. Manuel Bompard considère qu'il s'agit d'une polémique montée par l'extrême droite et des soutiens des criminels de guerre israéliens, traduction du EJF, les dirigeants du CRIF, et les républicains comme vous qui dénoncent l'antisémitisme sont d'extrême droite. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qui est Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ? Enfin, ça interroge. Ça interroge. Je vous le rappelais en début d'échange. Plus de 30 ans de mandat au service de la République pour aujourd'hui nous expliquer que des actes antisémites qui nous seraient remontés seraient dérisoires. Mais nous ne devons pas accepter cela. Nous devons absolument pas. Qu'est-ce que ça dit du personnage ? Plus grand-chose. Dérive antisémite ? Plus grand-chose. Dérive antisémite ? Plus grand-chose. Et quand vous constatez, puisque vous parlez de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, que depuis le 7 octobre, il y a un certain nombre de déclarations de Mélenchon ou de ses amis élus de LFI qui ont des relents antisémites, qui s'en prennent à des personnalités d'origine juive. Il y a eu Yael Braun-Pivet, Ruth Krief, Elisabeth Borne, et même Pierre Moscovici en 2013. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que ça favorise le passage à l'acte antisémite ? Mais excusez-moi, on le redit depuis tout à l'heure, les actes antisémites sont en augmentation en France. C'est factuel. Donc nous devons tous nous rappeler, collectivement, nous avons tous une responsabilité pour rappeler qu'il n'est pas question que nous laissions faire cela en France. Toucher à un juif, c'est toucher à la République. Et nous devons le rappeler inlassablement. Et donc les paroles minables de Jean-Luc Mélenchon, nous devons les dénoncer collectivement. Et ce qui s'est passé à Sciences Po, qu'est-ce que ça dit de l'état de l'enseignement supérieur ? Nous devons rappeler qu'effectivement, s'il y a une autonomie au sein des établissements supérieurs, cette autonomie doit continuer à s'exercer dans le cadre des valeurs de notre République et dans les limites des valeurs et des principes de notre République. Et ça veut dire quoi ?
eh bien on ne peut pas entraver une personne qui veut participer à un débat. Mhm. Et les actes antisémites sous couvert d'antisionisme ne sont pas à tolérer ni à accepter. Parce que pour vous, antisionisme, antisémitisme, c'est pareil. C'est la même chose. C'est la même chose. Emmanuel Macron souhaite un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages. Est-ce que la logique des choses, c'est pas d'abord la libération des otages et après le cessez-le-feu? La position de la France sur ce principe-là est très claire. C'est que nous exigeons la libération immédiate de tous les otages. Rappelons que nous avons encore particulièrement 3 de nos compatriotes qui sont retenus en otage, dont des tout petits. Ensuite, bien évidemment, nous demandons un cessez-le-feu immédiat par rapport à la situation humanitaire. Et en parallèle, nous sommes... Immédiat, c'est-à-dire Immédiat, pardon, c'est-à-dire... Non, mais ça veut dire avant la libération des otages. Écoutez, je vais vous le dire, une vie est une vie. Une vie est une vie. Ne commençons pas aujourd'hui, ici, à expliquer qu'une vie vaudrait mieux ou plus que l'autre. Nous devons appeler à la libération des otages et à un cessez-le-feu immédiat. Et en parallèle, nous sommes effectivement un pays qui participons activement à la livraison de fret humanitaire et médicale dans la bande de Gaza. Alors, une vie est une vie, vous avez tout à fait raison. Est-ce que vous croyez au chiffrage du Hamas diffusé donc par le Hamas des victimes à Gaza? Rappelons que le Hamas est une organisation terroriste. Et donc, je pense qu'en disant cela, je réponds à votre question. Et précisément, ça veut dire quoi? Précisément, ce que ça veut dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'une vie est une vie. Et qu'aujourd'hui, nous devons vraiment insister sur cette nécessité urgente de libérer les otages et de cesser le feu. La situation humanitaire est insoutenable. Nous devons pouvoir regarder ça. Et je le dis encore une fois, une vie est une vie. Je ne viendrai pas ici m'amuser de façon indigne à faire un récapitulatif des nombres des personnes qui sont tuées. Une vie est une vie. Une vie est une vie, mais quand même, je vous fais part d'une... Mais quand même. Je fais part d'une information importante. C'est par rapport au chiffrage faisant état de plus de 31 000 victimes remises en cause, de 31 000 victimes du Hamas. Un chiffrage qui a été remis en cause par un professeur de statistique de l'université de Pennsylvanie, Abraham Wiener, qui souligne plusieurs incohérences dans les données du Hamas. Une des anomalies clés identifiées par Wiener étant l'augmentation régulière des décès signalés, qui décrit comme statistiquement impossible. Et il note que le total des décès semble augmenter à un taux constant chaque jour, sans les variations attendues qui seraient typiques dans une zone de conflit. Alors même si une vie est une vie, est-ce qu'on peut accepter ce chiffrage du Hamas sans rien dire? Je pense que vraiment, en vous rappelant la position de la France, qui est bien évidemment la libération des otages et le cessez-le-feu immédiat, ne tombons pas ici un dimanche matin à commenter des chiffres alors que derrière cela, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui sont en train de mourir. Je pense que c'est cela que nous devons rappeler aujourd'hui. Je vous le dis franchement, je n'irai pas commenter des chiffres aujourd'hui. Très bien. Alors on en vient aux élections européennes, Prisca Thévenot. Ce week-end, c'était le lancement de la campagne de LFI et de sa candidate Manon Aubry, qui veut faire du 9 juin un grand référendum contre Macron et vous demande aussi de rendre l'argent. Vous lui répondez quoi? Mais quoi, elle demande... Alors, c'est marrant que vous me parliez de ça. Je l'ai entendu dire « rendez l'argent ». Mais à qui elle parle quand elle dit « rendez l'argent ». Elle parle à Jean-Luc Mélenchon, en fait. Moi, j'ai compris qu'elle parlait à Jean-Luc Mélenchon. Je vous l'ai redit. Un homme qui a vécu au crochet de l'État pendant près de 30 ans, qui n'a rien laissé à la France en termes de politique publique ou d'idées pour faire avancer le pays, à part un député qui s'appelle Louis Boyard. Je pensais qu'elle lui parlait, moi. Alors, c'était peut-être une boutade et un trait d'humour vis-à-vis de son grand chef, mais je pensais que c'était à lui qu'elle parlait. Et il devrait rendre combien d'argent? J'en sais rien, mais je pensais que c'était une blague à l'endroit de son chef. Visiblement, si c'est pas une blague, je ne sais pas de qui elle parle et à qui elle parle. Et ensuite, quand Manon Aubry, qui est quand même eurodéputée et qui fait partie d'un groupe politique qui siège à l'Assemblée nationale, dans différents conseils municipaux, départementaux, régionaux, devrait apprendre qu'on respecte le suffrage universel direct. Le 9 juin, nous demandons aux Français de se prononcer sur leur vision de l'Europe, sur ce qu'ils attendent de l'Union européenne au regard des défis et des instabilités qui sont face à nous aujourd'hui. Et on ne leur demande pas autre chose que cela. Ensuite, qu'elles considèrent que c'est un avant-après Macron, non. Et le président de la République est élu jusqu'en 2027. Alors, parce que vous faites allusion à ça... Et ça, il va falloir que la France insoumise l'accepte. Ils devront commencer à accepter de respecter notre République et nos institutions. Parce que vous faites allusion à une autre déclaration de Manon Aubry. Elle dit « l'après Macron commence dès le 9 juin ».
L'avant Mélenchon ou l'après Mélenchon n'a jamais commencé lui. Donc je veux bien qu'elle fasse des punchlines comme ça toute la journée. Ça sert à rien. Moi, ce que je lui demande, c'est de faire campagne pour ses idées. Visiblement, si elle en est réduite à ça, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'idées. Alors, la majorité, en tout cas à la peine dans les sondages, toujours largement sous la barre des 20% et très largement distancée par le RN. La campagne de votre candidate, Valérie Ayé, elle ne prend pas. Elle prend même Nous avons commencé la campagne il y a maintenant une semaine. Nous sommes pleinement mobilisés maintenant en campagne, je peux vous le dire. Hier, nous étions aussi bien les militants de Guérande à Marseille, en passant par Arras, à Chaville, moi tout à l'heure à Meudon. Nous sommes mobilisés. Oui, il y a une réalité qui sont les sondages, mais les sondages, c'est une vision à un instant T et absolument pas une prédiction. Donc nous sommes mobilisés, plus qu'attentifs. Le challenge, nous allons le relever. Maintenant, attention, jusqu'à présent, ces sondages faisaient part de codes de popularité. Parce que c'est vrai que Jordan Bardella est rentré en campagne tout seul au mois de juin. Pardon, parce qu'il avait le temps. Hein, oui, mais enfin, Valérie il y a des élections dans moins de 3 mois. Non mais pardon. Jordan Bardella est rentré en campagne il y a maintenant plus de 6 mois. Il avait le temps, très bien. Valérie Ayé, elle, était au travail. Elle n'était pas en campagne, elle était au travail. Donc nous rentrons maintenant dans la campagne. Nous n'ignorons bien évidemment pas les sondages, mais nous sommes pleinement mobilisés partout sur le territoire hexagonal comme des Outre-mer. Et la majorité est quand même en plein doute. Alors je peux vous dire que non. Je peux vous dire que hier, je vous le redisais, nous étions mobilisés partout sur le terrain pour aller à la rencontre des Françaises et des Français, pour parler de notre bilan, de notre travail, nous projeter sur les semaines et les mois à venir. Et nous sommes largement mobilisés en ce deuxième week-end de campagne. Et qu'est-ce que nous sommes rentrés il y a une semaine. Et qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous allez dire aux Français, aux électeurs, pour qu'ils votent pour vous? Déjà, leur rappeler que l'Europe est partout. L'Europe est partout dans leur quotidien. Moi, hier, j'étais à Chaville, par exemple, et un monsieur m'a dit « Oui, mais concrètement, l'Europe fait quoi pour moi ?» Eh bien, à Chaville, il y a une petite boutique de l'économie sociale et solidaire qui est très connue et qui draine beaucoup de passages dans sa boutique. Et je lui disais, typiquement, cette boutique, si elle est encore aujourd'hui ouverte et si elle a permis la réinsertion professionnelle de femmes et d'hommes, c'est notamment grâce au plan de relance financé à 40% par l'Union européenne. On a l'impression que ça passe pas. Justement, il faut leur expliquer. Et donc, c'est pour ça que nous continuons à l'être. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai plaisir à être avec vous aujourd'hui, mais que je vais aussi ensuite aller à Meudon pour continuer à faire campagne. Et je ne suis pas la seule. Nous sommes tous mobilisés. Je vous le disais, à Arras, à Marseille, à Guérande, à Paris. Nous sommes tous mobilisés pour aller expliquer que l'Europe est dans le quotidien des Français. Tous mobilisés. Emmanuel Macron, est-ce qu'il va faire campagne? Gabriel Attal, est-ce qu'il va faire campagne? Gabriel Attal était au meeting de lancement de campagne de Valérie Ayé à Lille. Est-ce qu'il sera sur le terrain ? Nous sommes tous mobilisés. Nous sommes tous mobilisés parce que l'Europe, plus que jamais, est une réalité par rapport à tous les échanges et les sujets que nous avons eus en début d'entretien. Et le président de la République, il va faire campagne? Vous savez, le président de la République, c'est le premier qui, dès 2017, affichait fièrement cette capacité à bien évidemment revendiquer le drapeau français et le drapeau européen. Gabriel Attal, est-ce que c'est la meilleure carte anti-RN, anti-Bardella ? C'est à moi que vous posez la question. Bah oui. Pourquoi ? Parce que Gabriel Attal est un homme profondément de bon sens et de terrain. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour fantasmer ou envoyer du rêve, pardon de le dire comme ça, mais pour répondre concrètement aux problématiques des Français, sur les enjeux du quotidien, sur les enjeux effectivement de cette capacité aujourd'hui à dire les choses telles qu'elles sont. Oui, aujourd'hui, nous avons des travailleurs en France qui sont des travailleurs pauvres, des travailleurs précarisés. Nous devons pouvoir continuer à y répondre. Nous devons pouvoir continuer à réinvestir massivement dans nos services publics, aussi bien la santé que l'éducation nationale. Et il sait de quoi il parle. Il était justement à la tête de ce grand ministère et beau ministère. Il est là partout, aussi bien à gérer le pays depuis Matignon, mais aussi à être sur le terrain. Et je peux le dire, j'étais pas plus tard qu'il y a quelques semaines avec lui en Charente-Maritime. Il ne ménage pas sa peine et il est là pour entendre pas simplement ce qui va bien, mais surtout ce que nous devons continuer à améliorer. Marine Le Pen, elle est en tout cas donnée gagnante en 2027. Est-ce que vous pouvez l'arrêter encore? Et comment? Il ne s'agit pas simplement d'être en position de dire est-ce qu'on doit arrêter Marine Le Pen. Il s'agit simplement de regarder les défis qui sont les nôtres et de se demander est-ce que Marine Le Pen est en capacité d'agir. Pardon, mais Marine Le Pen crie partout et va parler partout, sur les plateaux, mais quand il s'agit d'aller voter dans l'hémicycle, elle a les mains dans les poches. Et ça, il va falloir aussi pouvoir le regarder tel que c'est. Nous devons rappeler cela et je pense que les Français ne sont pas dupes. Et alors, dernière question. Oui. Qui est le plus dangereux aujourd'hui pour la démocratie, pour la France? C'est le RN ou c'est LFI? C'est Marine Le Pen ou c'est Jean-Luc Mélenchon? Pas le même programme et les mêmes modalités d'action. C'est-à-dire? Taper sur nos principes et nos valeurs et mettre à mal nos institutions. Et donc? Je viens de vous répondre.
C'est-à-dire que les deux sont également nocifs, dangereux pour la démocratie? Ils sont pas. Pour moi, je ne mettrais pas de signe égal entre le FN, le RN, pardon, et RN-FN et la LFI, mais ils sont des gros piliers de déstabilisation de notre démocratie. Merci Prisca Thénault d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi Merci. sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.